Alors, bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à la première web radio du retour de l'été. On en a fait deux spéciales dans les 2 semaines qui ont précédé. Mais là, c'est le début de la rentrée de nos web radios. Donc, mon nom est Valérie Couture. Je suis de gestionnaire, présidente de Condo Stratégiste. C'est un immense plaisir pour moi de présider la web radio en compagnie d'invités de marque. Et on a un sujet très particulier ce soir parce que c'est la première fois qu'on parle de ça. Donc, ce soir, avec mes invités, nous allons discuter des insectes nuisibles, l'extermination en copropriété, les défis des syndicats, comment réagir. Et pour m'aider à vous clarifier ce sujet sérieusement fort intéressant pour les copropriétés parce que tout le monde a déjà rencontré une petite situation d'infestation de soit de petites souris, mulots, quoi que ce soit, aller de la punaise à la blatte, la coquerelle. Donc, Maître Alexandre Fournier, avocat chez Dunton Rainville, spécialisé en immobilier copropriété, fait partie de l'équipe de Maître Jolicoeur. Donc, bonsoir, Maître Fournier. Merci d'être avec nous. Bonsoir, ça fait plaisir. Merci. On a plein de questions qu'on va vous poser tantôt. Et on a naturellement, pour parler d'extermination, ça nous prenait une personne qualifiée dans le domaine. Et ce n'est pas ni moi ni Maître Fournier qui avons cette expertise-là, mais Carl Foisy là. Donc, bonsoir Carl. Bonsoir. Donc, Carl est copropriétaire de la compagnie Boisvert Gestion Parasitaire. Il dirige une équipe de plus de 20 personnes en extermination. Donc, il a aussi une grande expertise dans l'immobilier locatif et dans les syndicats de copropriété. Et il est avec nous pour nous aider à démystifier la situation. Merci, Carl, de commanditer la soirée. Je tiens à préciser que, comme à chaque web radio, la commandite, elle est uniquement pour supporter les web radios et le site Condo Légal, qui est une Bible sur Internet de toutes les questions que vous pouvez poser. Vous allez trouver une fiche pratique qui est intéressante, qui va vous aider à bien comprendre votre sujet. On remercie aussi le RGCQ, qui est le regroupement des gestionnaires de copropriétaires du Québec, qui a 25 ans cette année, qui nous aide aussi avec la présence de l'ANSNI, qui nous aide dans l'organisation de la web radio. Je vous invite, chers copropriétaires et administrateurs de copropriété, à vous inscrire comme membre au RGCQ. Vous allez avoir accès à des formations de qualité qui sont données par des gens comme j'ai avec moi ce soir, des avocats spécialisés, des gens qui sont impliqués dans la copropriété et ça va vous aider beaucoup, soit à comprendre mieux votre milieu de vie ou surtout à bien le gérer le mieux possible avec les formations que vous pouvez aller chercher au RGCQ. Donc, merci à vous deux d'être avec moi ce soir. Donc, je vais commencer par... je vais poser la première question à Carl, puisque j'aimerais, Carl, que tu nous expliques un peu quels sont, en général, les défis que les exterminateurs sont appelés dans les... Pourquoi ils sont appelés dans les copropriétés, d'ordre général. Bon, ben, merci beaucoup de l'invitation pour la soirée pour débuter. L'exterminateur ou le gestionnaire de parasites, on devient en quelque sorte partenaire avec les propriétaires puis les gestionnaires de copropriété. On va être appelé pour faire de la prévention, de l'inspection structurelle, sanitaire, pour voir toutes les voies d'entrée possibles d'un parasite à l'intérieur d'un édifice. Mais on va aussi être là pour régler les problèmes, pour établir des plans de traitement selon les problématiques qu'on va y avoir. Parce que chaque édifice est différent, chaque problématique est différente. Alors, ça prend un plan d'action adapté à chaque situation pour être sûr là, de régler l'infestation le plus rapidement possible, puis d'avoir le moins d'incidence possible pour les propriétaires et les gestionnaires de copropriété. Notre travail, c'est de vous enlever du travail et de ne pas vous en donner plus. Merci, Carl. Et puis, je veux passer à Maître Fournier parce qu'il y a l'intervention des exterminateurs reconnus, il faut le dire. Il faut prendre des firmes, j'imagine, qui sont vraiment spécialisées dans la situation qu'on rencontre. Mais Oui. la première responsabilité du copropriétaire qui pourrait trouver une infestation, une bébite, un parasite chez eux, ou le syndicat. Pouvez-vous, Maître Fournier, nous faire la distinction entre la responsabilité de chacun, parce que chacun a une responsabilité importante
dans la copropriété. Oui, bien, effectivement. Ben, moi aussi, je vous remercie pour l'invitation. Ça fait plaisir. C'est certain que lorsqu'on parle d'infestation de parasites, de quelque type que ce soit, on rentre vraiment dans ce qu'on pourrait appeler, puis ce que la loi va parler d'entretien de l'immeuble. Donc, on est dans ce genre de travaux-là ou d'interventions-là sur l'immeuble. Donc, en matière d'entretien, le copropriétaire est responsable de l'entretien, disons, de sa partie privative comme telle. Donc, c'est certain qu'a priori, lorsqu'il constate une infestation ou la présence d'insectes ou autres vermines chez lui, c'est certain que c'est de son ressort en partant. Mais en parallèle ou en filigrane, il y a également le syndicat qui, en vertu de la loi et généralement tout le temps en vertu de la déclaration de copropriété, va également être responsable de l'entretien des parties communes, mais de façon plus large, de la conservation de l'immeuble, de s'assurer la conservation du bien-être de la collectivité des copropriétaires. Donc, lorsqu'il y a constatation d'une infestation, il faut d'abord se demander où dans l'immeuble ça se situe. Mais également, même si ça se situe dans une partie privative, le copropriétaire devrait en aviser le syndicat là, pour qu'on puisse envisager des actions, des interventions concertées et à l'aide de films réputés. Parce que, on aura l'occasion d'en discuter ce soir, mais généralement, lorsqu'on a la présence de vermine dans une unité, c'est parfois simplement la pointe de l'iceberg. Merci. Donc, on comprend, on a une situation, on invite les copropriétaires à aviser leur syndicat parce que, exemple, même si dans mon unité, j'ai acheté des petits produits et tout ça, je devrais en principe alerter mon syndicat en disant, écoutez, j'ai trouvé une blatte, Carl, une blatte et une coquerelle, c'est la même affaire? C'est la même chose. Okay. Donc, j'ai trouvé une blatte dans mon unité, puis j'ai acheté un spray, puis tout ça, mais le syndicat devrait quand même s'assurer de voir si c'est le bon produit, puis aussi de s'assurer peut-être qu'elle ne vient pas de chez eux. Donc, il faut déjà s'engager dans une recherche de savoir où est-ce que ça vient. Oui, c'est sûr. Ben, prenons même une copropriété qui n'aurait pas en place de plan d'entretien quelconque. C'est certainement une bonne opportunité lorsqu'on apprend, lorsque les administrateurs apprennent qu'il y a effectivement une infestation chez un copropriétaire. C'est le moment de faire une inspection plus large. Il faut vraiment essayer d'identifier la source. Peut-être que la source va être chez le copropriétaire en question, qui a levé le drapeau rapidement. On peut intervenir assez rapidement, mais il y a des situations, il y a des cas où le copropriétaire qui s'en rend compte, c'est pas le premier infecté, puis la source provient d'ailleurs. Donc, oui, il faut que le syndicat et les administrateurs soient avisés le plus vite possible. Merci, Maître Fournier. Carl, qu'est-ce qu'on fait? On a un copropriétaire, moi je suis gestionnaire, le copropriétaire m'appelle et il dit Madame Couture, j'ai trouvé une coquerelle chez nous. Bon, fait que là, je ne suis pas pour tout de suite non plus lui lancer des tomates, là, dans le sens que je dis ben, parfait, merci de m'avoir avisé. Je prends en charge la situation comme gestionnaire, j'appelle Boisvert, et là, Boisvert, il arrive, il me dit qu'est-ce qu'il y a, puis après ça, il me dit comment il va intervenir. Donc, il va me donner un plan de match. Exact. Ben, tout d'abord, ce que vous avez dit, Valérie, il faut qu'il y ait un bon climat de communication dans un édifice, tu sais, parce que des fois, il y a des mésententes un peu entre des propriétaires, le syndicat, des choses comme ça, et qui fait qu'il y a des gens qui vont retenir de l'information, qui ne voudront pas le dire tout de suite pour ne pas se faire pointer du doigt à l'intérieur d'un édifice, alors que le gestionnaire de copropriété doit avoir une bonne écoute. Il doit agir de façon professionnelle, sans pointer du doigt. Comme vous dites, la première chose, c'est de faire affaire avec son gestionnaire parasitaire de confiance. Pourquoi? Parce que nous, notre rôle, c'est premièrement, de prendre contact avec le locataire, c'est de venir. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier que nous, on rentre chez les gens aussi. Alors, dans leur vie, là. Oui, exactement. Donc, on a un devoir aussi de bien informer
les locataires ou les propriétaires de ce qu'on va faire chez eux aussi. Notre rôle, c'est aussi de diffuser de l'information, de donner des bonnes consignes de préparation dans l'éventualité où ce qu'on a besoin. C'est de bien informer aussi de ce qui va être fait dans l'édifice, autant pour le gestionnaire de copropriété que le propriétaire. Donc, la première des choses qu'on fait, c'est que c'est toujours de commencer par faire une inspection pour déterminer, bon, oui, y a-t-il bien et bien une problématique? Parce que des fois, il peut y avoir des insectes aussi qui peuvent être confondus avec d'autres types d'insectes. Par exemple, une punaise de lit peut être confondue avec une ptine. La ptine, c'est un petit insecte qui peut être rougeâtre, qui peut être très ressemblant à la punaise de lit. Alors, la première étape, c'est avant que la panique prenne dans un édifice, c'est de faire l'inspection pour bien identifier l'insecte. Ensuite de ça, c'est de voir le niveau d'infestation. Est-ce qu'on a affaire à une blatte isolée, par exemple, si on parle du cas de la blatte ou de rongeurs, exemple, de quelques petits excréments de souris dans une unité, ou, exemple, on rentre dans l'unité, puis là, il y a énormément, exemple, d'excréments de souris à un endroit, parce que ça peut être que le propriétaire est parti pendant 3 mois en Floride, par exemple, qu'il y avait de la nourriture chez eux et que c'était facile pour les rongeurs d'aller dans cet endroit-là. Donc, pour nous, il faut aussi déterminer le niveau d'activité à l'intérieur d'un édifice pour bien mettre de l'avant un plan d'action. Et de là, de ce qu'on observe, c'est là qu'il y a des recommandations de est-ce qu'on fait la boîte, qu'on dit, ou la croix. Donc, souvent, si on inspecte un édifice, une unité d'habitation, on va aussi inspecter tout alentour aussi pour déterminer, bon, est-ce que la situation assez elle envahit, dans le fond, l'unité voisine ou des choses comme ça. Ça peut être dans les corridors aussi. Donc, c'est important d'avoir probablement une bonne inspection, puis ensuite de ça, avoir un plan d'action qui est recommandé, puis d'en discuter avec le gestionnaire de copropriété pour le mettre de l'avant, puis ensuite de ça, bien informer les locataires avec les consignes de préparation, parce que la préparation est tout aussi importante dans le cas d'un plan de traitement que l'exterminateur. Parce qu'un exterminateur peut avoir les meilleures techniques au monde, les meilleurs produits, les meilleurs traitements, la meilleure technique, mais au bout du compte, si le propriétaire ne collabore pas, ben, on ne réglera pas la situation, que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit des punaises de lit, que ce soit les blattes, les rats, rongeurs. C'est un travail d'équipe, c'est très important. Merci. Là, on va parler de notre situation. J'ai Madame Lapointe qui a posé une question sur les marmottes. Je vais y revenir après. Là. Je vous reviens avec votre question, Madame Lapointe. Mais parce qu'on vit souvent, les marmottes, on le vit souvent aussi là, dans des syndicats de copropriété, mais on a parlé de la boîte. Fait que ça veut dire qu'on a quelqu'un qui nous a appelés, on cible les voisins en dessous, en haut, en bas, et puis on regarde. Est-ce que quand on a fait la boîte tout le tour, on est convaincu qu'on va trouver d'où ça provient, Carl, pour notre dossier, pour s'assurer qu'on fait bien les choses? Exact, exact. Souvent, c'est ce qui va être fait. Pour nous, c'est comme Maître Fournier a dit un petit peu plus tôt, il y a une différence entre la source et l'endroit que, exemple, une unité qui aurait pu contribuer au développement puis à ce que la situation s'envenime dans un édifice. Alors oui, quand on fait la boîte, souvent, si c'est un logement qui est infesté, ça se peut qu'il n'y ait aucun autre logement alentour qui soit infesté, car c'est lui la source qui l'a amené, que ce soit par de la visite qui est venue de voyage de l'étranger, dans le cas de punaise de lit. Ça peut être, on est allé dans une épicerie et puis on a ramené une blatte, exemple, dans son logement. Alors, si l'infestation, le début d'activité est vraiment localisé, dès qu'on va aller faire l'inspection des unités avoisinantes, on va le voir tout de suite. S'il n'y a absolument rien, c'est là qu'on va faire un traitement de l'unité en question et on va faire un traitement préventif souvent dans les autres unités pour s'assurer qu'il n'y aura pas un développement. Parce qu'on ne peut jamais être certain que, exemple, dans le cas d'une punaise de lit ou une blatte qui n'est pas rentrée par les tuyaux, exemple de la cuisine qui va sortir chez un des voisins à un moment donné, parce que les édifices, ils ont beau être scellés entre les étages, surtout les nouvelles constructions pour anti-feu et compagnie, sauf qu'une blatte ou une punaise de lit, c'est vraiment petit, donc ça peut s'infiltrer par les fentes et fissures un petit peu partout. Donc oui, le fait de faire la boîte va souvent faire en sorte qu'on va avoir le portrait réel de ce qui se passe dans l'édifice. Si on a des doutes, exemple, on fait la boîte, on trouve une situation où une unité voisine
qui est encore plus infesté, là, ça nous permet justement d'aller de mieux en fait encadrer la situation. Puis là, on va aller inspecter les autres unités voisines. On va faire une Jusqu'à boîte temps jusqu'à temps d'avoir. qu'on arrête de trouver du monde. Exactement. Puis en règle générale, lorsqu'un édifice est infesté à 30 et plus, on recommande souvent d'avoir un traitement généralisé. Parce qu'à 30 et plus des unités, je veux dire, c'est 1 sur 3 là, qui a quelque chose. Donc, c'est là qu'on va commencer à traiter même les espaces communs. Que ce soit, des fois, il va y avoir le buanderie ou des choses comme ça, mais les espaces communs, corridors, les chutes à déchets, salles à déchets en bas, salles de récupération. De plus en plus, on a le compostage aussi dans les édifices. Alors, ça aussi, c'est une autre source possible de problème. Alors, c'est à nous là, à bien gérer la situation pour éviter que ça se répande un petit peu partout, là. Merci, Carl. Je Au reviendrai niveau... je reviendrai à la question de la source parce Oui, que c'est vrai que j'en ai parlé tantôt, puis j'y accorde quand même une certaine importance. tout à fait. Quand justement quelqu'un nous contacte, là, parce que généralement, on nous contacte assez vite, mais des fois l'infestation est bien entamée. C'est dans les premières questions qu'on va poser. On va vraiment recommander de faire affaire avec des firmes spécialisées et réputées pour vraiment trouver la source de façon la plus précise possible et pas seulement se fier sur les observations qu'ont pu avoir certains copropriétaires ou le gestionnaire Administrateur. et administrateur. Puis la raison, elle est bien ça. Mais c'est une raison vraiment pratique à la base, c'est que on veut éviter de rentrer dans un cercle où on va faire des traitements de façon régulière, mais qu'on n'en viendra jamais à bout, là. Alors que quand on identifie la source, comme Souvoisier le mentionnait, on peut agir de façon beaucoup plus spécifique et efficace. Maître Fournier, on en a parlé tantôt. On laisse ça aux gens spécialisés. Donc, même si on a un concierge super-héros qui fait n'importe quoi, etc., ben, c'est sûr que c'est pas recommandé il y a aussi un danger pour la personne. Tu sais, je veux dire, il peut être très bon, mais peut-être pas connaître bien les produits. Qu'est-ce que vous diriez aux administrateurs avec leur homme à tout faire ou leur concierge qui veut s'improviser exterminateur? Ben, c'est ça, de faire affaire avec une firme spécialisée. D'abord pour la question des produits comme tels, là. Je ne m'y connais pas de façon spécialisée, mais je comprends qu'il y a toute une sorte de gamme qui passe des produits du magasin jusqu'à des produits spécialisés et relativement toxiques, mais efficaces. Donc, c'est certain que bon, le concierge, peut-être sait-il qu'est-ce qu'il fait, peut-être pas. Donc, là, il y a ce risque-là. Mais également, au niveau de la responsabilité, le syndicat lui-même pourrait, là, ça dépend des circonstances, mais jusqu'à un certain point, même engager sa responsabilité envers les copropriétaires s'il fait des travaux je veux dire, complètement inefficaces. S'il prend pas les bonnes mesures pour en venir à bout, si on pèle ça dans la cour du concierge en disant, ben, va acheter quelques produits, occupe-toi-en, puis c'est tout, ça pourrait être insuffisant, puis donner une question de responsabilité parce que bon, on le comprend, là, une infestation dans une copropriété, ça vient pourrir la vie des copropriétaires. Il y a des gens, il y a des histoires ou des dossiers où des gens, des copropriétaires nous informent, ils quittent leur unité, vont vivre ailleurs le temps qu'on en vienne à bout. Ça vient leur pourrir la vie complètement, là. Donc, on peut comprendre que pour le syndicat, il y a un devoir d'agir vite, mais d'agir bien aussi. Efficacement. Là, quand vous parlez de ce genre de situation-là, je comprends bien que c'est des dossiers naturellement qui s'en vont avec les bons conseils d'un bon avocat parce que, écoutez, d'être relocalisé, je donne un exemple, là, une mère avec son enfant qui va à l'école, puis là, il faut la relocaliser parce qu'on n'a pas bien traité tout ça. Ça peut mal tourner si le syndicat n'a pas pris ça en charge, mais ça peut mal tourner aussi si le copropriétaire ne coopère pas. Ah, effectivement, effectivement. Puis c'est souvent la raison pour laquelle les dossiers vont monter en épingle, puis ça va devoir aller sur le bureau d'un avocat, puis éventuellement aller devant un juge. Et généralement, c'est lorsqu'on a un ou mais souvent un copropriétaire. Malheureusement, un seul copropriétaire peut être suffisant pour vraiment venir causer un échec là, aux efforts d'extermination dans un immeuble, surtout si ce copropriétaire-là est la source du problème. Parce que l'exterminateur, aussi bon soit-il, va avoir de la difficulté à en venir à bout s'il n'est pas capable d'intervenir dans l'unité du copropriétaire qui, généralement, va faire obstruction et va empêcher
le syndicat ou ses sous-traitants ou le gestionnaire d'intervenir, de rentrer dans l'unité, de faire les travaux nécessaires, de faire les suivis nécessaires parce qu'on doit venir à quelques reprises. Donc, effectivement, c'est ce genre de dossier-là qui, à ce moment-là, lorsque le syndicat se retrouve dépourvu de moyens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la collaboration du copropriétaire problématique, mais son expert exterminateur lui dit ben, je dois aller dans cette unité-là pour venir à bout du problème. Ben, à ce moment-là, il y a pas, le syndicat n'a pas le choix de se retourner vers les tribunaux. Il va avoir besoin d'aller chercher une ordonnance de la Cour. C'est la Cour qui va pouvoir, notamment par une ordonnance d'injonction, permettre aux syndicats, aux administrateurs, accompagnés d'un huissier généralement, qui est un officier de justice qui va permettre de documenter l'état des lieux, les gens qui sont présents, la façon dont on pénètre dans l'unité. Généralement, on va aussi devoir requérir l'autorisation d'avoir recours à un serrurier si les serrures ont été changées ou s'il y a des ajouts de serrures. Parfois même les forces de l'ordre pour rentrer si le propriétaire est sur les lieux, il peut être agité ou violent. Bien sûr, on va aussi avoir l'exterminateur qui est présent. Aussi, à l'occasion, tout dépendant de l'état de l'unité, s'il y a de l'encombrement excessif, on a besoin de déménageurs. On va vouloir sortir ce qui encombre, on va avoir besoin de louer des conteneurs. Ça peut mettre en vente toute une opération. Pendant ce temps-là, je veux dire, le temps qu'on a besoin, qu'on va à la cour pour recueillir les ordonnances, qu'on les exécute, qu'on trouve le temps de fermer tout ce beau monde-là en même temps à la porte de la copropriété, ben, la vermine, elle continue à se reproduire. Ça continue à. Je veux dire, on fait venir l'exterminateur aux unités limitrophes, mais on n'arrive pas à régler le problème. C'est malheureusement ce qu'on voit en pratique. C'est comme on n'arrive Pour pas à éteindre le feu. Exactement, exactement. Vas-y, Carl. Exact, pour renchérir sur ce que Maître Fournier dit, de là l'intérêt et la pertinence de faire affaire avec un professionnel. On parle de concierge ou on parle des fois un propriétaire qui va vouloir faire des traitements par lui-même avec un produit domestique qu'on peut acheter, exemple, au Canadian Tire ou au Bon Quincaillier du coin de la rue. Même nous, en tant que professionnels, on a un devoir d'utiliser le bon produit au bon endroit de la bonne façon. Parce qu'un produit peut avoir aussi un effet répulsif sur une situation. Et le fait que des fois, pour acheter un petit peu de temps, pour éteindre un feu, une panique un peu dans un édifice, ben justement, le gestionnaire de copropriété peut envoyer le concierge, dire au propriétaire, ben écoute, fais ton petit traitement, j'appelle l'exterminateur, il va être là d'ici 2 jours. Mais c'est juste ça, le fait d'utiliser un produit répulsif, par exemple, sur des blattes, ça va être plus sur des blattes ou des punaises de lit. Là. La souris a moins d'effet répulsif un petit peu. Là. Mais, tu sais, exemple, utiliser un produit chimique au mauvais endroit avec la blatte peut contribuer à ce qu'elle quitte immédiatement. Elle va passer en dessous d'une plainte de bonne mur, elle va aller dans l'unité voisine, des choses comme ça. Et on parle Maître Fournier parle d'alcool, c'est qu'on a besoin d'avoir un peu l'assistance de la cour pour pouvoir rentrer chez un locataire et compagnie. De là, encore aussi, la pertinence de faire affaire avec un exterminateur compétent et de confiance, dans le sens que nous, on a une obligation de fournir des rapports de service à nos clients, aux gestionnaires de copropriété. Et le but, c'est d'avoir une information qui est juste, mais d'avoir un rapport de service qui est très détaillé aussi. Tu sais, juste mentionner inspection punaise de lit, présence de punaise de lit. Ça, tu vas en cours, Maître Fournier va en cours avec ça, puis il veut rentrer chez un locataire, il ne réussira pas. Il ne réussira pas à prouver qu'il y a un tel niveau d'infestation, un tel degré d'urgence pour agir rapidement. Donc, nous, notre travail, c'est oui, de fournir, dans le fond, de la documentation aussi pour que Maître Fournier fasse son travail. C'est quoi le niveau d'activité? C'est quoi le niveau de salubrité? Est-ce qu'il y a de la négligence? Est-ce qu'il y a eu des refus? Parce que nous, en tant qu'examinateurs, si on arrive pour inspecter un logement et on a été refusé 5 fois, exemple, de rentrer, bien, nous, on le documente, là, ce dossier-là. C'est inscrit comme quoi que, bon, telle visite, telle date, refus de la part du propriétaire d'inspection. Ensuite de ça, par exemple, un refus ou d'une mauvaise préparation de la part du propriétaire. Donc, ça donne un peu l'information pertinente là, à Maître Fournier pour justement aller chercher son avis nécessaire de la Cour, son jugement de la Cour pour pouvoir rentrer chez ce locataire-là. Exactement. Dans les Maître Fournier, allez-y. Ben, juste pour compléter, c'est tout à fait exact. Parce que de mon expérience, les juges
ont quand même une certaine sympathie envers le syndicat de propriétaires qui arrive devant eux pour demander de l'aide pour Ben pouvoir oui. intervenir puis mettre fin à cette situation-là. Bon, ce sont des humains comme nous qui ont une demeure et qui peuvent juste s'imaginer si eux aussi étaient infestés. C'est certain qu'on arrive avec le côté sympathique, mais il faut quand même, ce qu'on vient demander quand on a besoin de rentrer de force, c'est on demande quand même de rentrer chez quelqu'un là, sans le consentement de la personne dans sa demeure, dans sa résidence. Donc, ils doivent sous-peser ça et c'est certain que on a besoin effectivement des rapports de service détaillés. C'est souvent ce qui va faire pencher la balance. On va souvent avoir beaucoup de photos là, pour l'effet un peu impressionnant de montrer de la vermine. C'est sûr que c'est pas le fun, mais reste que après ça, pour le juge, ça peut être anecdotique jusqu'à un certain point, alors que quand on a le film réputé qui vient l'écrire de façon détaillée, effectivement, détaille les interventions sur plusieurs, on espère pas plusieurs mois, peut-être plusieurs tentatives, plusieurs semaines, et qui vient nous dire, bon, mais cette unité-là, je dois y aller pour X, Y, Z raison. Ben là, après ça, lorsqu'on vient demander au juge, ben, c'est difficile de dire non. Là. Je veux dire, on a quand même l'exterminateur qui est l'expert en la matière qui vient nous dire pourquoi il y a besoin d'y aller. Merci. Mais ma question que je voulais savoir, Carl, c'est-tu encore le mode de fonctionnement que quand vous intervenez dans un multilogement ou syndicat de copropriété, des rapports doivent être envoyés à la ville? En fait, pas les rapports d'inspection. On parle de lorsqu'il y a un registre de déclaration obligatoire dans le cas de la Merci. punaise de lit. Ah, Donc, que juste ce la soit, punaise. oui, que ce soit dans le cas de la punaise de lit. Donc, ce soit le gestionnaire, c'est la responsabilité du gestionnaire de copropriété ou du fournisseur en gestion parasitaire. Là, c'est souvent un travail Oui. d'équipe. Là. Dans certains cas, c'est nous qui le remplissons. Dans d'autres cas, ça va être le gestionnaire. Par contre, c'est nous, en tant que fournisseur de services, qu'on a une obligation de s'assurer que le gestionnaire de copropriété, ben, l'obligation, je veux dire, de vérifier si ça a été déclaré, parce que nous aussi, on a des accès au registre, puis on peut aller vérifier. Parce que, ultimement, si bon, la responsabilité entre dans un partenariat, qu'on dit que c'est le gestionnaire de copropriété qui va le déclarer, puis nous, si on ne vérifie jamais, ben, au bout du compte, s'il y a un inspecteur de la ville qui vient, ben, nous, notre devoir, c'est aussi d'avoir vérifié pour s'être assuré. Sinon, nous, on doit l'inscrire si le gestionnaire de copropriété ne l'a pas fait. Mais ça, on parle de le cas de punaise de lit. Punaise de lit seulement. Mais quand tu dis Exactement. gestionnaire, je veux pour nos auditeurs, il y en a beaucoup qui sont administrateurs de petits syndicats ou de moyens syndicats. Ben, c'est eux autres s'il n'y a pas de gestionnaire, ben, c'est à eux autres la responsabilité d'aller justement le déclarer un Oui. cas de punaise dans leur copropriété. Exact, exact. Dans la plupart des cas, par contre, je vous dirais que ça va être aussi le fournisseur ou le prestataire de gestion parasitaire qui va le compléter, mais dans bien des cas, ça va être, comme je dis, c'est une espèce Travail en d'entente équipe. qu'on a, exactement. Parce que nous, veut pas, c'est quand même, ça prend un temps de le remplir. Il faut remplir chacune des unités, quand est le suivi, qu'est-ce qui a été fait comme action, c'est quoi le niveau d'activité. Donc, veut pas, il y a certains gestionnaires de copropriété qui sont habilités à le faire, qu'on va les aiguiller au départ, puis qui vont être vraiment bien habilités à le faire, qui vont sauver des coûts avec le gestionnaire de copropriété, avec le fournisseur de services aussi. Parce que nous, si ça prend, exemple, 1 heure remplir ces rapports-là, bien évidemment, là, il y a un prix qui se retrouve à quelque part là, dans les frais de service. Là. Fait que souvent, c'est ici, exemple, les gros gestionnaires qui ont beaucoup d'activités, souvent, eux vont en prendre charge. Comme ça limite les coûts, puis ils ont déjà leur personnel pour s'occuper de ça. Puis aussi, ils veulent être tenus au courant de la situation, fait qu'ils ont Exact, la connexion. exact. Carl, je t'amènerai tout de suite à une question parce que les marmottes, Madame Lapointe, boucher Oui. les trous de marmotte est toujours à refaire. Comment s'en Oui. débarrasser? Est-ce qu'on a le droit de s'en débarrasser? Parce qu'il y a des animaux qu'on n'a Oui. pas le droit je dirais, d'exterminer. Ben, exterminer, c'est ça que nous, à la base, là, je veux dire, on est là pour préserver la vie des animaux dans la mesure du possible. On s'entend qu'une souris, une blatte, je veux dire, une punaise de lit, bon, écoute, On ne veut pas en faire on une est là pour collection, les ça. exterminer. Mais quand on parle d'animaux sauvages, d'oiseaux, il y a des réglementations qui sont quand même très strictes. Dans le cas, exemple, de la marmotte, on va parler de la marmotte.
La marmotte boucher un trou, n'oubliez pas une chose, la marmotte a toujours 2 ou 3 trous, des fois 4. OK? La marmotte, même si vous bouchez un trou, à moins que vous le bouchez avec du béton, vous inondez son trou, qui n'est pas légal en passant, parce qu'il y en a qui vont s'essayer tout ça. Puis ça va créer d'autres problèmes. Hein. Souvent, les trous de marmotte sont le long des fondations des édifices. Puis, Oui. il y a des gens, on a déjà vu ça, des histoires d'horreur. Des gens vont inonder le trou pour penser bien faire, mais il peut y avoir une fente et fissure dans la fondation à cet endroit-là. Et qui va créer un problème d'eau là, additionnel, que ce soit dans une salle électrique, des choses comme ça. Donc, boucher un trou, je vous dirais oui, mais il faut avoir capturé les marmottes avant. La meilleure façon de régler un problème de marmotte, c'est vraiment un programme de capture et de relocalisation de l'animal. Nous, en tant que gestionnaire, il y a des règles, il y a des lois. Là. On ne peut pas relocaliser, exemple, un animal à plus de tant de kilomètres du lieu de capture. La raison est simple, c'est que, exemple, une marmotte, raton laveur, écureuil, moufette, ils ont un rayon d'action dans leur vie, okay, qui est généralement quelques kilomètres de l'endroit qu'ils sont nés. Donc, si, exemple, on est sur l'île de Montréal, on capture une marmotte, puis je l'amène À ça Laval. sud, à Laval. Là, je dépasse le rayon d'action qui est généralement entre 2 et 5 km là, maximum qu'on va aller là, pour la relocalisation, tout dépendamment du type d'animal et des lois en vigueur des municipalités ou des choses comme ça. Parce qu'on ne veut pas dissimuler une maladie non plus dans un territoire que, comme exemple, la rage, dans le cas d'une marmotte peut Et avoir là, une tu rage l'amènes là. aussi. Exactement. Ou une certaine maladie quelconque. Exemple, les tiques, on en parle de plus en plus. Bon, ben, c'est la région, la rive sud de Montréal, va avoir des animaux qui vont être porteurs de tiques, mais que, exemple, la tique transmet la lyme. Par contre, ce même tique-là ne sera pas rendu dans la région de Laval ou des choses comme ça pour développer. Donc, nous, on a une responsabilité aussi. Donc, dans le cas de la marmotte, pour répondre à la dame, c'est vraiment un problème de capture et localisation. On capture les adultes, on capture les bébés, puis on les relocalise tous ensemble ou à le même endroit. Dans le but, dans le fond, qu'ils puissent, parce que nous, on veut quand même préserver, on a une obligation aussi, on n'est pas là pour exterminer un animal, mais bien de régler une problématique pour notre client, puis on relocalise l'animal. Une fois que les animaux sont capturés, là, oui, on rebouche les trous le plus rapidement possible et ça va éviter justement que la marmotte du voisin, parce que même si vous capturez vos marmottes, vous pouvez en capturer. Là. Je vous donne un exemple. Là, cet hiver, nous, on a eu un client, on a capturé 18 moufettes. Puis à un moment donné, oui, eux autres, il y avait une slab de béton un petit peu en avant de l'édifice proche du portique d'entrée, qu'il y en avait beaucoup en dessous, mais c'est une problématique qui dure depuis des années. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, tu es en train de capturer toutes les moufettes du voisinage aussi. Là. Donc, c'est pour ça qu'immédiatement, quand on a fini le problème de capture, on a fait du béton additionnel partout alentour des fondations pour empêcher les futures moufettes ou marmottes de venir. Parce que dès qu'il y a un trou qui a été créé, à un moment donné, ben, c'est sûr que s'il y a un prochain animal qui passe dedans, il va être attiré, il va y aller, puis s'il est vide, ben, il va simplement l'occuper. Ça va créer le problème va revenir. Donc, on commence, dans le cas des marmottes, vraiment par capturer. Même chose pour moufette, hein, la plupart du temps. Quoi que moufette, ça peut être un petit peu différent. Là, on peut mettre de l'exclusion, exemple, en dessous d'un cabanon ou mieux gérer les poubelles à l'extérieur ou des choses comme ça. Mais on capture en premier, puis ensuite de ça, on bouche les trous. Merci pour Mme Lapointe. J'espère que ça répond à votre question. Mme Fortin a une autre question. Comment gérer en maison de ville, en copropriété, si un voisin a des souris, ça c'est pour Maître Fournier, et que quelques copropriétaires l'ont vu sur leur terrasse? Ça, Maître Fournier, là, c'est un casse-tête. Hein? Quand on est dehors, là, qui a la souris? Puis là, le syndicat dit, ben, c'est dehors, c'est pas à moi, puis etc. Donc, qu'est-ce qu'on répond, Maître Fournier, à Mme Fortin? Je vous relis la question pour être sûr, là, mais un voisin a des souris et quelques copros ont commencé à en voir sur leur terrasse. Donc, ce que Carl vient de dire, un petit peu, la famille s'agrandit. Et là, comment on fait? Le syndicat devrait-il prendre charge de ça ou comment? Bien, comme je le disais d'entrée de jeu, le syndicat, effectivement, de par la loi, a la charge de ce qu'on va appeler l'intérêt commun de la copropriété. Donc, même si c'est dehors. Là. Même si c'est dehors, c'est ça. Bien, là, un peu sur les terrasses, donc je présume que c'est peut-être une partie commune. On ne le sait pas, vu que c'est une maison de ville, c'est jamais clair. C'est ça, il faudrait bien entendu, comme dans tout en droit, il
Ça Oui, dépend. il faut lire votre déclaration, C'est madame. ça. Mais disons, allons-y de manière générale. Oui. C'est certain que je pense qu'on peut, a priori, dire que ça vient impacter quand même la copropriété du fait que les souris semblent, disons, circuler sur du devant ou sur plusieurs des parties privatives ou près de celles-ci. C'est sûr que, bon, le début de la question, là, est-ce que un voisin a des souris? C'est certain que il faut, on peut penser, on le pense, peut-être il faut quand même, je pense, s'assurer que c'est effectivement le cas. Et on revient toujours à notre fameux exterminateur qui va pouvoir venir nous aider là-dessus. Visiblement, ici, on a constaté qu'il y avait un problème. On a un problème de souris qui nous affecte. À mon avis, la première étape pour le syndicat, ça serait d'essayer d'identifier vraiment la source. Parce que ça, ce que ça va mener, prenons l'hypothèse, effectivement, on confirme qu'il y a effectivement, chez un voisin en particulier, un problème, un nid ou un terrier, je ne sais pas comment on appelle la résidence des souris. Pardon? Un nid, c'est correct. Un nid de souris, oui. Et bon, prenons, l'exterminateur nous le confirme. Mais généralement, il va aussi nous indiquer quelles sont les étapes à prendre pour s'en débarrasser. Généralement, des étapes qu'il va être capable d'accomplir, mais il va nous faire un plan de match. Bon, on va y aller comme ci, comme ça, comme ça. Et ça va permettre au syndicat, après ça, dans la mesure où le problème émane d'une partie privative, de commencer par une mise en demeure au copropriétaire, on va dire fautif, là, mais au propriétaire qui est touché, qui est responsable, c'est ça, pour l'aviser tout simplement qu'effectivement, on a constaté qu'il y avait effectivement une infestation de souris et que, bon, généralement, en vertu de la déclaration de propriété et du règlement de l'immeuble, là, il doit s'assurer de l'entretien, de l'hygiène et tout ça de sa partie privative, et donc qu'on veut qu'il voit à y remédier. Et d'où l'avantage d'être testé d'un expert. On peut lui faire un peu la liste. Bon, qu'est-ce que vous devez entreprendre? Et nous, en tant que syndicat, bien, on vous donne un délai raisonnable, mais on veut avoir la confirmation que vous avez procédé à ces travaux-là. Et on peut même demander est-ce qu'on obtient une confirmation d'une firme d'exterminateur qui va pouvoir venir après coup, ou si elle a fait des travaux, venir nous certifier, ou du moins nous dire on a fait les travaux tel qu'indiqué. Du meilleur de connaissance, on a mis fin à l'infestation. C'est certain, la mise en demeure, c'est important dans une situation comme celle-là, quand même, de laisser d'aviser le copropriétaire qu'il doit respecter la déclaration de propriété, puis de lui laisser l'opportunité de remédier à la situation dans la mesure où c'est particulièrement localisé là, à sa partie privative. Est-ce que je peux, Valérie, est-ce que je peux juste ajouter un petit élément par rapport à ce contexte-là précis? Absolument. On parle de terrasse, OK? Souvent, donc, on parle de terrasse extérieure. Et on voit de l'activité à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une souris vient toujours de l'extérieur. Donc, à la base, OK, tu peux avoir une personne ou un propriétaire qui a des souris à l'intérieur, mais il a fallu qu'elle rentre par un endroit. Donc, l'exterminateur qui va être appelé sur place dans cette situation-là, c'est premièrement de faire une bonne inspection extérieure de la terrasse, sous les terrasses, d'essayer de trouver tous les points d'entrée possibles et inimaginables. Parce que la souris peut monter facilement sur un mur de briques. Hein. Elle peut monter 18 étages sur un mur de briques puis elle peut se mettre mince comme un dixaine. Votre petit doigt. Si votre petit doigt passe, la souris va passer. Donc, avant oui, on parle de mise en demeure et de voir qu'est-ce qu'on va faire. À la base, c'est que dès qu'on voit des souris se promener à l'extérieur, si votre édifice est bien colmaté, bien scellé, et il n'y a pas d'ouverture possible, les souris vont toujours en avoir dehors. S'ils ne peuvent pas rentrer chez vous, ils vont aller chez voisins. Quand je dis voisin, c'est évidemment pas votre édifice, mais l'édifice voisin, dans ce contexte-là. Donc, l'inspection va être la première chose. Puis nous, on a excuse-moi. On va faire des recommandations aussi structurales. Donc, des joints de briques à boucher.
Exactement, excusez. On va mettre un rapport photo. Il va tout montrer ça. Ensuite de ça, il y a aussi des recommandations. Il y a peut-être des choses à faire à l'extérieur du bâtiment. Exemple, y a-t-il de la vigne vierge partout sur les édifices? Tu sais, la vigne, c'est donc beau, hein? Les gens aiment ça, sauf que la souris adore ça. La fourmi charpentière adore ça, la souris adore ça, les oiseaux adorent ça, les écureuils adorent ça. Donc, à ce niveau-là, nous, on va faire des recommandations. Donc, c'est-tu possible de couper la vigne parce que la souris va montrer les petites vrilles de vigne, va rentrer dans la brique, d'un joint de brique à la longue, va finir par casser le petit joint de brique et assez pour que la souris puisse gruger si elle sent un petit courant d'air chaud de l'intérieur pour pouvoir essayer d'entrer. Y a-t-il des poubelles à l'extérieur qui sont mal gérées? Y a-t-il du compostage qui pourrait être mieux fait à l'extérieur? Exemple, les bacs ne sont pas fermés ou des choses comme ça. Alors, c'est plein de petits éléments que nous, on prend en considération pour qu'on met dans nos rapports d'observation aussi. Alors, à la base, ça se peut qu'il y ait bien des souris à l'extérieur, mais qu'il n'y a pas nécessairement d'incidence pour l'intérieur des buildings. Ensuite de ça, oui, on peut contrôler à l'extérieur de façon que ce soit mécanique, si c'est dans une cour, ou avec un poison. On a un poison seulement, là, dans le cas de Montréal, là, qui est autorisé à l'extérieur des bâtiments, qui est plus ou moins efficace, je vous dirais. Là. Donc, de là l'intérêt d'avoir un bon état structural de l'édifice. Puis ensuite de ça, la souris, c'est pas supposé être très problématique là, quand vous avez un édifice en super état et qu'il n'y a aucun point d'entrée possible. Merci, Carl. En fait, ça vient confirmer la pertinence de faire affaire avec un expert en la matière parce qu'on vient d'éviter peut-être même un conflit potentiel dans la mesure où on trouve une solution qui règle le problème en amont. En amont, exactement. Maître Fournier, on a une autre bonne question. Qui paye si on a des dommages pour des rats qui ont mangé les fils de la voiture dans le garage? Photo à l'appui, car plein d'excréments. Là, c'est quand ça arrive, ça. Moi, j'ai déjà entendu ça, cette histoire-là. Là. Donc, ça arrive, la personne qui nous pose ça. Mais est-ce que c'est facile comme dossier, Maître Fournier? Ben non, la responsabilité du syndicat? Ben, je vous dirais, a priori, ma réponse, ça serait le syndicat parce qu'il y aurait, d'une certaine façon, un défaut d'entretien de ces parties communes. Là. Je pourrais le relier à peut-être cette responsabilité d'une manière générale. Mais encore une fois, au cas par cas. On fait venir Carl qui nous dit que c'est vraiment des rats. Oui, ben, premièrement, c'est ça. On confirme effectivement si c'est effectivement le cas. Mais on vient à savoir si on veut vraiment remonter, si le syndicat refuse de payer ou je ne sais pas quelle valeur ça peut être comme travaux. On vient à essayer de déterminer d'où viennent ces rats-là là, aussi. Là. Oui, c'est ça. Ça, c'est un cas vécu, nous autres, dans notre domaine aussi, puis dans mon cas précisément. À un moment donné, il y avait un problème de drain dans un garage. Puis, avant, c'était vrai, là, 99 du temps, quand il y a des problèmes de rats, c'est toujours un problème de drain pluvial, soit de drain de canalisation, de tuyaux là, fissurés. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai parce que la population de rats est de plus en plus présente, qui se promène alentour des édifices, donc peuvent s'infiltrer carrément par une porte de garage. Comme ça, là. Mais dans le cas qui nous intéresse, il y avait justement des rats qui sortaient et qui avaient causé des dommages à plusieurs autos. C'est un syndicat de copropriété qui est un petit peu particulier et bon, on va le dire comme ça, la guerre est un peu prise à l'intérieur, puis les gens ne voulaient pas payer pour les dommages de ces voitures-là. Alors, c'est un cas en cours. Moi, j'ai représenté un peu en tant que témoin expert justement avec les avocats des propriétaires, parce qu'on avait un problème, là, puis il y avait eu des dommages à 8 voitures, là, puis on parle de plusieurs fils de grugés. Puis, au bout du compte, il y avait eu un jugement, puis le syndicat de propriétaires avait été obligé de payer les frais, là, parce qu'il y avait eu, dans leur cas, il y avait eu une certaine négligence. Ça faisait un certain temps là, que ça durait, là, la problématique. Mais effectivement, là, il a fallu avoir un témoignage d'expert, avoir des rapports photos et compagnie. C'est pas. Ça va arriver encore dans le futur, là, que ce soit un écureuil dehors. L'écureuil dehors, ça peut arriver aussi là, dans le cas mettons, de stationnement extérieur. Ça, je ne sais pas trop si Maître Fournier a déjà vécu ça, mais nous, on a déjà vécu là, des écureuils qui peuvent aller faire leur nid à l'intérieur des moteurs, par exemple. Oui. Puis ils vont gruger. Tu sais, quelqu'un qui s'en va en vacances pendant 6 mois en Floride, qui revient, puis qui a
qu'il y a un nid d'écureuil, là, puis qui ont grugé des fils et compagnie. Mais là, c'est à l'extérieur, c'est sur le terrain de la copropriété. Mais ça, ça devient un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas si Maître Fournier a déjà eu Non, mais cette situation-là, non, en particulier. Mais Non, c'est difficile, Maître Fournier, de dire, le syndicat, tu as une responsabilité, mais le copropriétaire, s'il est parti trop longtemps, il a une responsabilité aussi de son. ben, c'est ça, c'est que le syndicat, oui, a une responsabilité, mais elle n'est pas absolue, là. C'est-à-dire que Exact. il garantit pas ou il assure pas là, tous les biens qui sont laissés dans les parties communes. Ce que la loi vient nous dire, c'est vraiment lorsqu'on est capable de rattacher le dommage qu'on va subir, l'exemple, les fils grugés, pour reprendre cet exemple-là, si on le rattache à une certaine négligence. Exemple, vous le mentionnez, M. Foisy, on est au courant d'un problème auquel on ne s'attaque pas, on laisse aller le problème. Là, on peut effectivement parler de négligence qui vient donner ouverture à la responsabilité du syndicat qui va être à ce moment-là tenu de rembourser. Donc, pour répondre à la question qui nous avait été posée, je comprends qu'on documente avec des photos, il y a la présence de rats, c'est une chose. Est-ce qu'on est capable d'aller l'étape plus loin puis de le rattacher à une négligence quelconque au niveau d'entretien de la part du syndicat? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est ça. Mais c'est ce qu'on a besoin après ça pour aller obtenir remboursement ou paiement là, de la part du syndicat. Un bon avocat, ça peut vous aider à bien dire là, que peut-être que oui. Toujours pratique. C'est Toujours ça, pratique. c'est ça. Exact. Donc, parfait. Madame Joanne, un copropriétaire revient de voyage et nous informe qu'un membre de sa famille serait piqué par des punaises de lit. Premier événement du genre dans notre copropriété de 40 unités. Quels sont les rôles et obligations de chacun? Alors, premièrement, Maître Fournier, comment on réagit? Parce que je sais qu'on va avoir besoin de Carl après, mais Maître Fournier, il y a quelqu'un qui avise le syndicat. Donc, il doit forcément faire un peu les démarches qu'on a discutées tantôt. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je ne veux pas mettre M. Foisy sur le spotlight, mais la question qui me vient en tête, c'est un peu les punaises de lit. Comment généralement ça rentre dans l'immeuble? Là, quelqu'un arrive est-ce qu'il l'a amené de voyage? Est-ce que ça arrive que lorsqu'on quitte un logement pendant quelques semaines, on revienne, des punaises de lit ont emménagé? C'est quoi Bonne généralement question. comment ça se produit? Oui, ben écoute, ça dépend toujours du contexte, hein, parce qu'il y a, ça peut être très différent. De ce que j'en comprends, c'est qu'ils reviennent de voyage puis qu'ils Oui, ont eu des piqûres sur eux, donc possiblement en vacances à quelque part pour avoir des symptômes. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il va y avoir un certain pourcentage de la population qui développeront jamais exemple, de piqûres sur leur corps ou de signes comme tels visibles. Alors, on a des fois des gens, là, un couple qui est dans le même lit, puis là, la chicane va prendre parce que exemple, le conjoint va avoir des piqûres, lui, à tous les 2, 3 jours, puis sa conjointe n'a absolument rien, va dire, ben non, on n'a il pas de fourraine. punaise de lit, tu es piqué par des moustiques, tu es piqué quelque chose. Et là, à un moment donné, la situation dégénère, nous, on vient, puis on ne recherche pas nécessairement toujours l'insecte comme tel, mais des signes d'activité. La punaise de lit va laisser des traces. Souvent, suite à une piqûre de punaise de lit, les symptômes vont sortir de 3 à 7 jours après la piqûre. Ce n'est pas nécessairement le lendemain matin. Donc, dans le cas présent, si les gens sont allés en vacances, en tous les cas, je recommande toujours aux gens d'inspecter leur chambre d'hôtel quand ils arrivent ou un Airbnb ou quoi que ce soit. Et le basic, là, passez pas 3 heures à inspecter la chambre. À un moment donné, il y a des endroits particuliers. Vous levez le matelas, y a-t-il des petites taches noires? Le corderon du Comme matelas. un petit point noir que vous feriez au Sharpie là, sur une feuille de papier. Là. Donc, ça se trouve être les excréments. Vous regardez ça. Y a-t-il des signes d'activité comme ça? Proche des têtes de lit, les coins de matelas. Ensuite de ça, dans peut-être les tiroirs commodes, des tables de chevet à côté des lits. Ça, c'est en général. Si vous avez des doutes, souvent, j'ai des clients qui vont laisser leur valise carrément dans le bain. La punaise de lit ne peut pas monter sur une surface comme le bain. En tout cas, ceci étant dit, petite parenthèse fermée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est que si on se rend compte de ça avant de revenir chez nous, c'est de nettoyer tout son linge au complet. Nettoyer son linge et le faire sécher à haute température si possible. Il y a certains tricots qui ne le peuvent pas, vous le faites sécher à l'air libre, mais minimum 35 minutes dans la sécheuse à haute température, ça va tuer tout. Dans certains cas, si on revient de l'hiver et il fait -30 à l'extérieur, on peut laisser notre valise à l'extérieur pendant mettons
un 36 à 48 heures pour s'assurer que ça gèle comme il faut, puis ça va éliminer les punaises de lit. Ça, c'est si on a des doutes qu'on en rapporte. Ensuite de ça, ben, une fois qu'on a bien lavé notre linge, qu'on a vraiment vérifié nos bagages comme il faut, ben là, la meilleure chose à faire, c'est de monitorer. Parce que si tu reviens de vacances, il y a fort à parier que tu as eu peut-être un épisode de punaise de lit ou d'insectes carrément dans un autre pays, puis que tu n'auras pas nécessairement ramené chez toi. Donc, dans ce cas-là, la ligne où la consigne n'est pas si claire que ça, parce qu'il faut quand même, tu peux bien alerter tout de suite le syndicat de copropriété qui vient inspecter chez vous, mais dans la plupart des cas, on va venir et on ne verra rien, c'est trop récent, il n'y a pas eu encore de, surtout si la personne est revenue hier, je veux dire, de voyage, c'est différent. Si par contre, il y a eu une sous-location, mais s'il y a quelqu'un qui est venu vivre pendant que toi, tu es parti, mettons, en voyage pendant 3 mois, puis qu'il y a quelqu'un qui est venu vivre dans ton appartement, ta famille, ton petit-neveu qui vient d'Angleterre, qui est venu vivre chez vous à Montréal pendant 3 mois de temps pour les études, exemple, en attendant que tu étais parti, bien là, ça, c'est une autre chose. Quand tu reviens chez toi et que tu as des piqûres qui sortent, après, exemple, 2, 3, 4, 5 jours que tu es revenu de vacances, là, c'est important de bien vérifier, puis là, tu vas alerter ton syndicat de volonté pour une bonne inspection. Parce que la nuance n'est pas si grande, mais quand même, la situation est très différente. Là. Quand tu reviens ou s'il y a des gens qui ont occupé ton logement, quand toi, tu reviens et tu développes par après des signes, c'est que tu n'étais pas là, tu ne sais pas ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Alors là, il faut que tu réagisses aussi. Mais revenir de vacances pour avoir quelques piqûres, ben là, c'est vraiment là, de faire une bonne gestion là, de ces bagages en revenant et s'assurer, dans le fond, qu'il n'y a rien et qu'on ne trouve rien. Là. Merci, Carl. De la façon que la question est posée, je comprends que c'est pas le copropriétaire lui-même qui pose la question, ce serait donc un administrateur, Oui. je présume. Là, c'est certain qu'en tant qu'administrateur, si on a été informé, on pourrait très légitimement aviser du moins les copropriétaires, disons, limitrophes de cet événement-là, de garder un œil ouvert et surtout de faire un suivi, s'assurer que l'événement est clos éventuellement, si effectivement, comme M. Foisy le mentionnait, c'est un événement isolé qui est arrivé en vacances, par exemple. Ou au contraire, si justement, avec le voisin nous dit, ben, moi aussi, je constate que j'en vois, ben là, on a la puce à l'oreille, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Oui. Puis, La puis punaise à on peut l'oreille. creuser plus rapidement. Parce que les administrateurs en vertu de la loi et de la déclaration de copropriété, généralement, mais ont certaines obligations là, au niveau de l'entretien. Puis c'est certain que si j'ai un administrateur qui me contacte pour avoir des conseils, je vais recommander d'être plus prudent que moins, même si je comprends de l'avis de l'expert que c'est peut-être inutile. Reste qu'on veut éviter de se faire reprocher plus tard de ben là, vous le saviez depuis X nombre de semaines, vous n'avez rien dit, vous avez aidé à la propagation. Des fois, ça peut. Bien entendu, ça dépend de chacune des copropriétés, de l'atmosphère et tout ça, là, mais ça peut être une bonne idée là, d'informer les gens qui pourraient être concernés. Mais il n'y Dans a le pas cas du gestionnaire d'avantage. de copropriété, là, c'est vraiment, si la question vient du côté du gestionnaire de copropriété, dès que tu es averti de quelque chose, c'est mieux de faire venir quand même ton Absolument. examinateur et de te protéger. Au moins, tu vas savoir tout de suite ce qu'il y a, puis ça ne coûte pas assez cher une inspection. Là. On ne parle pas de milliers de dollars, là, faire des inspections. Là, ça coûte, inspecter quelques unités va vous coûter là, en bas de 200 dollars pour faire plusieurs unités. Là. Fait que, de l'inspection. Fait que ça vaut quand même la peine, puis ça ne viendra pas impacter le budget de la copropriété nécessairement, mais au moins, vous allez avoir le cœur net de ce qui se passe. Puis l'administrateur qui, justement, a été informé, puis là, entre les mains, un rapport de service d'un exterminateur qui lui dit ben, selon mon impressionnel, pas nécessairement tout est beau, ou ben, je vois pas de risque. Ben là, il a rempli son obligation. Oui. Et après ça, il ne va plus lui faire de reproches. Puis de toute façon, je vais vous dire, ça coûte tellement plus cher en gestion de ça, en extermination, qu'on est aussi bien d'intervenir avant. Il y a une dame qui pose une question, mais qui paye les frais d'extermination lorsqu'on n'a pas trouvé le copropriétaire fautif ni la source des coquerelles? Mais c'est le syndicat qui va l'absorber. C'est à son avantage de, comme Maître Fournier l'a dit à plusieurs reprises ce soir, il a la responsabilité d'entretien de l'immeuble. Puis il n'y a pas avantage à ce que ça dégénère. Donc, il trouve, mais c'est pas clair. Ben, c'est comme n'importe quoi. On a remplacé un bout de tuyau, mais là, cette fois-là, on a fait venir un exterminateur pour éviter une propagation qui pourrait
vraiment dégénéré. On a un Puis autre. il y a des cas où, Oui. excusez-moi de vous interrompre, mais il y a Oui, des oui. cas où le syndicat va justement, on ne sait pas exactement d'où ça vient, on fait de l'exterminateur, le syndicat va payer, et là, il y a une résurgence, et plus tard, là, finalement, on se rend compte que depuis tout ce temps-là, ça venait d'un copropriétaire particulier, ben, il n'y a rien qui empêche qu'on puisse récupérer le coût des travaux à ce moment-là. Là. Tout à fait, très bon point, Maître Fournier. Madame Lucier, dans le cas d'une infestation de fourmis de pavés entre deux condos au rez-de-chaussée, le syndicat a fait exterminer à leurs frais les deux condos et les aires communs. Si les fourmis reviennent dans un condo exterminé seulement, est-ce que c'est toujours aux frais du syndicat ou le copropriétaire concerné est responsable? Là, c'est assez pointu, là. Maître Fournier pourra dire un peu plus l'aspect légal, mais tu sais, dans le cas de la fourmi de pavé, là, je veux dire, c'est pas une question de salubrité, c'est pas une question de. La fourmi de pavé vit à l'extérieur essentiellement, puis va s'introduire selon les conditions de l'année à l'intérieur des bâtiments. Ce qui veut dire qu'il va s'introduire par des fentes et fissures, par des craques de fenêtres, par des seuils de porte ou des choses comme On a ça. laissé la porte ouverte 10 minutes, on parlait avec la voisine. Exact. La plupart du temps, ils vont rentrer, exemple, d'une fente et fissure là, qui a une plate-bande alentour d'édifices. Ça va souvent être les gens au rez-de-chaussée qui vont être impactés ou au sous-sol, pas au 20e étage. Au 20e étage, tu vas avoir plus de la fourmi pharaon. C'est ça, ça fera probablement la discussion d'une prochaine séance un jour. Mais, tu sais, dans le cas de la fourmi de pavé, de dire que vous êtes coupable de, c'est pas une question de. C'est la fourmi qui cherche de la nourriture. La fourmi, ça rentre à l'endroit où elle peut aller chercher de la nourriture. Puis à un moment donné, vous pouvez être pendant 6 mois sans la voir. Puis là, tu sais, comme exemple, pendant l'été, c'est rare qu'on va voir des fourmis à l'intérieur lorsque les conditions sont propices. Exemple, on a une belle été, ils ont assez de nourriture à l'extérieur, il n'y a pas trop de sécheresse, il n'y a pas d'inondation. C'est sûr que dans le cas où c'est qu'une colonie de fourmis qui est à proximité d'un édifice, qui a des pluies torrentielles, ben, il n'ira pas dehors chercher de la nourriture, elle va se noyer, la fourmi. Fait que là, ils vont chercher à rentrer à l'intérieur des édifices, pareil comme des sécheresses. Il y a une énorme sécheresse qui fait que la fourmi a moins de sources d'alimentation à l'extérieur, ben, elle va chercher à rentrer pour aller chercher sa nourriture. Tu sais. Donc, c'est très difficile, en tout cas pour ma part, de pointer quelqu'un du doigt dans le cas de la fourmi de pavé. C'est pas comme la fourmi pharaon. OK. Mais La Maître seule Fournier, situation, ça serait où ouais, on est capable de vraiment identifier de façon sans équivoque là, puis, ça serait de l'avis d'un exterminateur que le propriétaire en question, exemple, son logement est tellement insalubre, il Exact. laisse traîner de la Exact. nourriture que là, c'est un appât pour les fourmis. Là, oui, je verrais une situation où on pourrait parler de responsabilité, mais autrement, de ce que je comprends, c'est parce que là, et après ça, des fois, c'est hors du contrôle du copropriétaire et même à la limite du syndicat qui pourrait très bien entretenir les parties communes, mais des fois, c'est de la c'est nature ça. même de la fourmi qui va chercher une petite ouverture. Mais Maître Fournier, le syndicat doit traiter quand même pour Ah éviter. ben oui, c'est évident. Oui, oui, certainement. Là, oui, oui. OK. De ce que je comprends que ça a été fait d'ailleurs. Oui, c'est ça, exactement, exactement. On a, Madame Lapointe, combien pourrait coûter une firme telle que Boisvert pour capturer et relocaliser 3 ou 4 familles de marmottes? Alors, est-ce qu'on dit à la madame de vous envoyer sur votre site Internet ou tu réponds live? Certainement, ben, elle peut me répondre, mais en moyenne, là, je veux dire, les prix varient un peu d'un examinateur à l'autre, là, mais on parle en moyenne, mettons, de 175 pour la première capture, puis de 75 à 95 pour les suivantes. OK. C'est évident que si on arrive, qu'on installe 4 cages, qu'on les prend toutes du même coup, bien évidemment, là, on peut avoir un tarif préférentiel aux clients, mais généralement, quand on joue à l'extérieur comme ça, parce que les frais incluent la pose de la cage, la capture, la relocalisation. Ensuite de ça, on fait un nettoyage des cages avant de les réinstaller dans le cas de ne pas se prendre de maladie, justement, d'autres animaux. Donc, oui, il y a un certain coût, effectivement. Donc, merci Gabriel Oulancini d'avoir partagé l'information de Boisvert, mais vous pouvez leur écrire, puis ils sont partout. Carl, tu m'avais dit partout dans la province, partout, Exactement. Montréal, les environs, etc., etc. Donc, vous avez ça. Bon, le syndicat ne devrait-il pas faire une inspection annuelle des clapets anti-retour dans le garage au moins une fois par année pour les rats? Est-ce que ce serait valide, Carl? Oui, c'est sûr que, bon, écoutez, comme on disait tantôt, là, dans la grande, grande majorité des cas, les problèmes de rats viennent des canalisations,
ce soit des égouts pluviales, que ce soit un tuyau là, qui est fendu entre la rue et le début de l'édifice, alors, ou dans un mur. Dans ces cas-là, je vous dirais que oui, c'est toujours bon de faire une bonne inspection. Par contre, ça veut pas, c'est pas toujours clapet anti-retour. Tu sais, ça peut être différentes choses aussi. Les clapets anti-retour devraient faire partie, oui, d'un programme autant que l'inspection annuelle de la structure du bâtiment, de l'intérieur des logements, pour avoir le portrait global de ce qui se passe partout à l'intérieur de ton édifice. Parfait, merci. Maître Fournier, on a une question pour vous. Madame Joanne, selon la loi 25, est-ce qu'on peut informer les voisins? Là, elle ne dit pas de plus, mais j'imagine d'une situation ça, c'est une très bonne question. Quel genre d'informations le syndicat doit partager? Puis là, dans le sens où on a trouvé, mettons qu'on a 4-5 unités qu'on est en train de traiter. Est-ce qu'on devrait? Puis là, la question, c'est est-ce qu'on devrait informer la collectivité au complet pour qu'ils soient prudents? Ou on va créer à l'inverse un syndrome de panique. Carl, tu pourras peut-être me répondre à ça. Mais du côté de la protection des renseignements personnels, de la vie privée, qu'est-ce qu'on fait? La question est très belle, elle est très bonne. Oui, oui, oui. Ben, en pratique, ce qu'on voit quand même, c'est que généralement, pas qu'on fait peu de cas, mais on voit généralement des cas où on va dans des communications à tous, identifier des unités en particulier comme étant touchées ou affectées ou à risque ou la source du problème. C'est sûr que dans un souci de protection des renseignements personnels, là, je prends l'hypothèse où il n'y aurait pas, exemple, en vertu des règlements, là, les propriétaires ne seraient pas mis d'accord pour communiquer certaines informations Absolument. en extra, là, par exemple. Là. Mais sinon, oui, on doit quand même informer, mais on doit le faire, c'est-à-dire on doit communiquer le minimum d'informations pour en dire le maximum. Le but de ces communications-là, c'est pas pour le syndicat de régler des comptes ou pour essayer de mettre le blanc sur quelqu'un. C'est vraiment pour régler le problème. Mais ces communications-là sont essentielles pour régler le problème. On ne peut pas laisser dans le cas d'administration de la propriété, les copropriétaires, certains dans l'ombre là, d'un problème réel pour lequel ils peuvent intervenir, là, pour lequel ils peuvent poser des gestes concrets pour prévenir la prolifération de vermine en particulier. Donc oui, dans le cadre d'une communication, ça pourrait, par exemple, mentionner qu'il va y avoir des traitements au deuxième étage. On demande au premier, troisième de s'assurer qu'il n'y a pas de débris de nourriture qui sont laissés ou je sais pas. D'être vigilant, D'être etc. vigilant. Je vois difficilement des situations où c'est nécessaire d'identifier absolument une unité ou un copropriétaire dans ce genre de communication-là. Après ça, à savoir si on doit aviser l'ensemble de la copropriété, ça dépend bien entendu de la taille de la copropriété. Donc, c'est sûr que si on parle d'une centaine d'unités, ben, c'est certain que si le problème est localisé, ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'être C'est ça, informé c'est ça. nécessairement. Si on est À ce 6, moment- bien là, c'est vite tout le monde. Ouais. Là. Oui, tout le monde est pas mal collé. Puis là, on peut s'en remettre encore une fois aux recommandations de l'expert, parce que si l'expert nous dit, attention, il faut que vos 100 copropriétaires, les 100 unités doivent être vigilants parce que c'est une bébite qui va se répandre rapidement, bien là, oui, tout le monde doit être informé. Si au contraire, on nous dit, d'après moi, ça va être contenu à cette section-là de la copropriété, bien, on s'en remet à ces recommandations-là. Merci, Maître Fournier. J'avais une question, parce que je sais qu'il est 8 heures, mais j'avais noté des questions de gens qui me les ont données ou envoyées. Puis ça, je vais faire ça rapidement, mais les abeilles, les bourdons, Maître Fournier, qui arrivent des airs, puis que les gens ne peuvent pas profiter de leur balcon au 15e, au 10e, au 15e. La responsabilité du syndicat, elle est de quel ordre? Parce que là, on parle d'une tour, puis il y a certains coins que on a des gens qui ne peuvent pas être assis sur le balcon parce qu'il y a trop de gros bourdons ou des grosses abeilles ou je ne fais pas la différence, Carl, je m'excuse, mais pour moi, c'est toutes des abeilles ou voyons, des gros bourdons, mais peu importe comment. Quelle est la responsabilité du syndicat dans cette situation-là? Je sais que c'est large Ouais, un peu, là. c'est ça. Ben, à mon avis, on est dans une situation où le syndicat se doit d'intervenir. Là. Ben, dans la mesure où il peut le faire, là, ça, c'est une Oui, question, une question dont à laquelle je n'ai pas la réponse.
Mais dans la si, mesure où il peut le si faire. à part d'arroser le ciel, il peut le faire au coin du balcon, vous conseillez que ce soit le syndicat qui s'en occupe. Ben oui, dans la mesure où ça touche, on parle de plusieurs étages, Oui. plusieurs copropriétaires par étage. Là, on rentrerait dans ce qu'on appelle les opérations d'intérêt commun. Là. Ça vise suffisamment de copropriétaires pour que ça justifie le syndicat d'intervenir. S'il peut le faire dans les limites de sa juridiction aussi, c'est-à-dire de l'emprise de la copropriété. Là. Je ne sais pas comment on interviendrait exactement. Mais oui, la réponse serait probablement différente si vous m'aviez dit, ben, dans l'ensemble de la propriété, il y a un seul propriétaire qui est affecté par ce problème-là. Ben là, peut-être que la réponse serait différente dans les circonstances. Fait que là, ma question, s'il y a quelqu'un qui a au-dessus de son balcon un petit nid d'abeilles qui est en train de se former, ben, c'est de sa responsabilité à lui de ce côté-là. Oui, c'est ça, c'est effectivement. Là, on ne touche pas plusieurs balcons avec leurs copropriétaires qui veulent vivre dessus et qui ne sont pas capables, mais un nid d'abeilles, un petit ou un gros, mais qui est sur un balcon de partie privative ou partie commune à usage restreint, c'est la responsabilité du copropriétaire. On s'entend? Oui, on est d'accord. La nuance, je sais qu'on est serré dans le temps, là, je fais ça rapide. Là. Oui, il y a des nids, il va y avoir dans le cas de certains petits nids qui vont être faciles à traiter, mais il y a des réglementations dans la ville de Montréal, exemple, qu'on n'a pas le droit de faire des traitements extérieurs généralisés. Quand on fait affaire avec des guêpes, comme ces temps-ci, j'ai été appelé aujourd'hui à un édifice, là, il y avait des milliers de guêpes à l'extérieur. Mais quand on arrive au mois de septembre, octobre, comme ça, la très grande majorité des guêpes ne passent pas l'hiver. Les ouvrières sont appelées à mourir et c'est seulement que la reine et les larves qui vont passer l'hiver, qui vont fonder une nouvelle colonie l'année prochaine. Donc, quand on a des journées comme aujourd'hui qui sont très, très, très belles, toutes les unités qui sont du côté ensoleillé, ils vont être beaucoup plus impactés que les autres parce que cette guêpe-là va être à la recherche de nourriture parce que généralement, elle est appelée à mourir. S'il faisait, exemple, 10-11 degrés à l'extérieur, la guêpe, elle va tomber au ralenti, puis elle va mourir plus rapidement. Mais quand on a des journées à 20, 25, 30 degrés au mois de septembre, la guêpe, pour elle, est toujours en activité. Donc, elle cherche de la nourriture. Elle ne sera généralement pas dangereuse pour les locataires parce que elle ne viendra pas nécessairement piquer les gens, à moins d'être vraiment là, importunée. Elle fait juste chercher de la nourriture. Donc, tu sais, la nuance, des fois, c'est de là, comme Maître Fournier dit, bon, faire affaire avec un exterminateur, nous, on peut voir. Si on est capable de faire un traitement d'un nid en particulier, c'est une chose. En passant, Valérie, oui, il y a une petite distinction à faire entre, abeilles, guêpes et compagnie. Les abeilles, on n'a pas le droit de les traiter. Les abeilles, c'est une espèce qui est protégée. Donc, si nous, en tant qu'exterminateur, on tombe sur un nid d'abeilles, on a le devoir de le relocaliser si on est en mesure de le faire ou de faire affaire avec un apiculteur que lui va venir et va être en mesure de le déplacer. C'est déjà arrivé, là, moi j'ai déjà eu un nid à l'intérieur d'une maison, d'une habitation, à l'intérieur du plafond. Écoute, c'était une ruche qui était incroyablement grosse. Et dans ce cas-là précis, moi, je suis un ancien apiculteur, mais j'ai fait affaire avec une firme spécialisée. Puis on a sorti la reine, puis on est parti avec le nid au complet. Donc, dans ce cas-là, on ne pouvait pas traiter. Mais c'est ça, c'est que la situation, ces temps-ci, quand on arrive au mois de septembre, il y a beaucoup de guêpes solitaires ou des guêpes qui sont appelées à mourir que on ne gérera pas nécessairement la situation de la même façon parce que dans quelques jours, on n'engagera pas nécessairement un traitement qui va coûter des milliers de dollars à toute la copropriété, alors que dans 4-5 jours, le problème va quand même finir. C'est un peu comme les coccinelles. Il y a des années qu'il y en a énormément, des années qu'il n'y en a pas du tout. Puis tu ne peux pas commencer à faire des traitements généralisés là, pour une si courte période dans l'année. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être allergiques, des choses comme ça, mais là, à ce niveau-là, c'est peut-être de sortir un petit peu moins sur le balcon pour une semaine, des choses comme ça, s'il y a une crainte de se faire piquer. Mais il y a des petites cloches qu'on peut utiliser. Il y a un paquet de choses là, qui peuvent être faites, mais de façon généralisée, au mois de septembre, il y a beaucoup de guêpes à l'extérieur, mais qui sont vouées à mourir. OK. Fait qu'il faut être juste ouais. Le commentaire par rapport aux abeilles est tout à fait pertinent. Ça me fait penser à peut-être un rappel, là, mais quand le propriétaire est tenu d'entretenir sa partie privative, il ne faut pas oublier qu'il doit le faire en respect de toute la réglementation qui peut s'appliquer. Peu importe la guerre. C'est ça, il doit quand même tenu de respecter, même s'il est tenu d'entretenir sa copropriété, il doit le faire de façon conforme et légale. Je m'excuse, mais Maître Fournier, on en a parlé tantôt avant l'émission, puis j'aimerais juste qu'on fasse un petit bout, vu qu'on a un exterminateur avec nous sur le TAC, donc le trouble d'amassage compulsif. Je réfère les gens
vous avez écrit une fiche pratique sur condo légal avec cette situation-là. Donc, on parle de gens qui emmagasinent plein de choses, qui ont même de la misère à passer dans leur unité ou des choses comme ça. Bon, Ouais. on l'a dit tantôt, ça risque d'être. Vu qu'on amène des choses, merci Gabriel ou Lancenay qui nous présente la fiche. Donc, je vous invite à aller la visiter. Mais le trouble d'accumulation compulsive, c'est des gens qui amènent des choses de l'extérieur, donc il y a un risque majeur de contamination, que ce soit la blatte, la punaise, des souris qui rentrent, les mulots, et ils vont avoir du fun parce qu'ils vont être bien protégés. À ce moment-là, Maître Fournier, on doit intervenir comme syndicat si on a entendu dire qu'il y avait potentiellement dans notre copropriété une unité qui a une personne avec ce trouble-là. Oui, on doit intervenir puis pour plusieurs raisons. Ben, le TAC, là, le trouble d'accumulation compulsive, on entend des fois parler de syndrome de Diogène, on parle de hoarder en anglais. Bon, il y a des distinctions à faire de ce que je comprends au niveau psychologique. Je suis pas médecin là, ou Je savais pas. professionnel là-dedans. Essentiellement, c'est le même, les mêmes symptômes, c'est-à-dire justement une accumulation d'objets dans sa demeure de façon compulsive. Et ça, effectivement, ça entraîne pour la copropriété, ça crée des risques. D'abord, il y a effectivement le risque au niveau des insectes nuisibles, parce que comme vous l'avez mentionné, vous avez tout à fait raison, ce qu'on constate, c'est que ces gens-là qui souffrent de ce problème-là, parce que effectivement, on en souffre, là, les objets qu'ils vont amener, ils vont les récupérer un peu partout, souvent sur le bord du chemin, d'origine inconnue, ou on ne sait pas les raisons pour lesquelles ils sont jetés, et vont rentrer dans la copropriété parfois avec des bestioles. Ou parfois, même si l'objet qui rentre et il est pas contaminé, reste que ça crée des environnements et des écosystèmes favorables à la prolifération de ces genres d'insectes, notamment. Puis parce que, bon, il peut y avoir de la nourriture, de l'humidité, des espaces restreints, sombres et tout ça. Donc, on va constater que ça peut devenir une source. On en parlait au début de radio. Cette fameuse source-là, ça peut être justement cette unité-là de l'accumulateur compulsif. Et l'autre raison pour laquelle le syndicat doit intervenir, qui dépasse peut-être un petit peu, mais c'est au niveau de l'assurance. Parce que souvent, on va constater que cette accumulation compulsive-là est telle que ça crée ça crée un obstacle pour le travail des pompiers. Ça peut même obstruer les détecteurs de fumée, par exemple, l'accès à certaines pièces, l'accès au balcon. Et là, on va avoir des fois les pompiers qui vont venir donner des avis comme quoi il faut absolument nettoyer les lieux. Et dans les pires des cas, l'assureur va refuser de couvrir là, tant que la situation n'est pas réglée. Pour répondre à votre question, oui, le syndicat, lorsqu'il y a ce doute-là ou des raisons de croire, des doutes raisonnables de penser qu'on est face à cette situation-là, doit effectivement intervenir et aller faire une visite pour s'assurer qu'on respecte la déclaration de copropriété, les règlements de l'immeuble qui peut être ou non précis, mais de manière générale, on va trouver des dispositions là, de la nature de ça doit demeurer sécuritaire, on doit respecter l'hygiène, tout ça, qui vont nous permettre, en fait, permettre au syndicat d'avoir une certaine emprise là, pour intervenir idéalement de façon préventive ou au moment où est-ce qu'on est rendu aux travaux d'extermination. Merci, Maître Fournier. Et il y a Mme Fortin qui pose, peut-on obliger un copropriétaire à ouvrir son garage si on suspecte un trouble d'accumulation compulsive? Bien, vous pouvez tenter, mais s'il ne veut pas, Maître Fournier, on ne peut pas ouvrir le garage d'un copropriétaire. Je vous pose la question. Sauf si on a un doute, sauf si on a des raisons de croire qu'il y a une urgence. Là, à ce moment-là, oui, on pourrait effectivement pénétrer dans l'unité. Là, c'est vraiment du cas par cas. Il faut faire attention puis c'est pour ça que des fois, ça vaut la peine d'être accompagné, là. Mais il faut faire attention à des fois des préjugés qu'on peut avoir parce que il y a des gens qui vivent dans des milieux de vie plus. Je ne veux pas encombrer, mais sans le dire de façon péjorative, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses chez eux sans que ce soit nécessairement des gens qui souffrent d'un trouble d'accumulation.
Et là, effectivement, il ne faut pas que le syndicat abuse de ses pouvoirs. Mais si, pour une raison ou une autre, on constate que ça crée un risque, ben là, oui, à ce moment-là, on pourrait ouvrir. Par contre, ça ne va pas nous donner le droit d'intervenir puis de vider. Mais si on veut aller chercher l'autorisation de vider sans le consentement du copropriétaire visé, ben c'est là, pour revenir à ce qu'on disait plus tôt, là, on va devoir aller être autorisé par le tribunal pour le faire. Là, comme syndicat, vous vous appelez Maître Fournier parce que vous ne pouvez pas faire ça toute seule. Mais il y a aussi les pompiers qui peuvent aider. Je le dis comme ça parce que le service d'incendie, via ses pompiers, ses préventionnistes, a quand même un bon pouvoir pour aller voir les gens, demander d'ouvrir des PS et tout ça. Donc, si vous avez des situations, vous pouvez tenter de passer par votre service d'incendie, ça peut vous aider. Donc, je sais qu'on a dépassé, mais je vous remercie beaucoup. C'était ultra intéressant. J'espère que les gens qui étaient là, on a répondu à beaucoup de vos questions. Et merci d'avoir été là en mon nom et au nom de Condo Légal. Merci à Maître Alexandre Fournier de Dunton-Rainville, de l'équipe de Maître Jolicoeur, mais du bureau du centre-ville, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Moi, je suis basé à Montréal. Exact. Je vous remercie de Alors, l'invitation. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. on va vous rappeler parce que tantôt, Carl a dit on va en faire Oui. plus d'une. C'est effectivement parce qu'on n'a pas eu le temps de couvrir beaucoup de choses, Bon. mais on va peut-être aller dans une future web radio avec ça, vraiment plus pointu dans les stratégies, puis comment se préparer, comment se préparer à l'automne, à l'été, les guides, connaître toutes leurs histoires. Mais merci, Maître Fournier. Merci, Carl de Boisvert Extermination. Merci beaucoup de ta présence. Très apprécié, tes réponses très, très complexes et bien détaillées. Merci d'être le commanditaire de la soirée encore une fois. Donc, merci au RGCQ d'avoir été avec nous. Merci, Lancini, de ta présence. Et on vous rappelle que c'est le 25e anniversaire. Vous suivez les activités. Justement, on organise un colloque qui va se dérouler le 4 octobre à Laval. Et ce colloque est une journée de conférence avec plein de gens intéressants que je ne connais pas encore qui sera là. Et il y aura un cocktail 5 à 7 pour souligner le 25e anniversaire. Donc, réservez votre place. Il y aura des conférences toute la journée et après, il y a un cocktail. Donc, réservez votre place via le site du RGCQ pour vous inscrire en ligne. Vous pouvez visionner nos web radios. J'espère que vous allez visionner celle de ce soir aussi en grande quantité parce que c'est très intéressant et pour gérer beaucoup de syndicats, tous les syndicats rencontrent une période ou une autre, une situation de fourmis, de souris, de rats, de punaises, de coquerelles, car il y en a qui sont moins le fun que d'autres, mais allez revisionner la web radio de ce soir et nos autres web radios sur plein de sujets intéressants. Donc, soyez des nôtres le 2 octobre, notre prochaine web radio qui se déroule aux 2 semaines. Le syndicat peut-il avoir d'autres sources de revenus que des charges communes? Alors, nous aurons un invité de la firme Desormeaux Patnaud, je le sais très bien. Nous aurons aussi un gestionnaire de copropriété et nous aurons sûrement un maître avocat, je ne sais pas encore qui, mais nous aurons des bons panélistes pour nous accompagner, comme j'ai eu la chance d'avoir ce soir. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine.